Mercredi 2 avril 2025, la librairie Ombre Blanche accueillait l'historienne du travail, des inégalités, des mouvements sociaux et des engagements politiques, Ludivine Bantini, à qui l'on doit aux éditions du Seuil les ouvrages 1968 de Grand Soir en Petit Matin, La France à l'heure du monde de 1981 à nos jours et L'ensauvagement du capital. Ludivine Bantini présentait ce jour-là son nouvel ouvrage au Seuil Éditions Nous ne sommes rien, soyons toutes, histoire de femmes en lutte et de lutte féministe de la Révolution française à nos jours. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre présence. On est ravis d'accueillir Ludivine Bantini pour son tout récent ouvrage. Donc, Nous ne sommes rien, soyons toutes. On va revenir sur le titre, comme tu l'imagines. Histoire de femmes en lutte et de lutte féministe de la Révolution française à nos jours. Alors, historienne, et tu es... Ludivine, pardon, ça commence. Tu es historienne, tu as travaillé sur différents sujets, la jeunesse notamment, l'histoire de la jeunesse. Je pense par exemple à Jeunesse oblige avec Yvan Jablonka, sur 68, de Grand Soir en Petit Matin notamment. Et puis, entre autres choses, sur l'histoire des révolutions, dans un ouvrage collectif avec notamment Quentin Deluermoz, Boris Gobi, Eugénia Palieraki et Laurent Jean-Pierre. Voilà. Et puis, tu as aussi écrit des essais, notamment, il me semble, en 2024, un essai sur battre l'extrême droite. Ça, hein, oui, c'est ça, aux éditions du Croquant. Absolument. Voilà. Alors, donc aujourd'hui, on se retrouve autour de cet ouvrage qui est une somme, véritablement. Moi, j'ai trouvé que c'était la première réaction, à la fois comme chercheuse, mais comme prof aussi. Je trouve que c'est un outil formidable pour les enseignants et enseignantes, pour les étudiants et étudiantes, et pour différentes raisons. D'abord parce qu'il y a énormément de documents, on y reviendra je pense, parce qu'il y a aussi une bibliographie très importante, même si celle que tu donnes à la fin ne rassemble pas tout ce que tu mobilises, qui est encore plus vaste, et également parce qu'il y a beaucoup d'études de cas. On verra comment est-ce qu'il faut appeler ça un peu plus tard. Mais en tout cas, voilà, des exemples, des parcours qu'on peut donner à voir. Et ça, c'est extrêmement précieux. Et puis, c'est aussi, et le titre le dit, c'est aussi une approche qui est chronologique sur l'histoire contemporaine de la Révolution à nos jours. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai trouvé vraiment aidant, dans le sens où ça clarifie beaucoup les choses et ça permet de voir un petit peu les grandes lignes qui traversent. Alors, c'est vraiment un ouvrage qui est important, qui a aussi une dimension peut-être d'hommage à ces figures qui sont évoquées. Et la question qu'on peut se poser, c'est dans toute l'importance de ce travail, comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on fait du point de vue de la méthode, des sources, des choix ? Comment est-ce qu'on peut réaliser un ouvrage comme ça ? Parce que j'ai vu notamment, tu mentionnes un certain nombre de fois des références qui sont des références bibliographiques et puis aussi des sources, des archives que tu es allé voir. Beaucoup d'archives. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que je ne vais pas parler trop fort et que ça vous convient à peu près comme son. Dites-moi, n'hésitez pas. Ça va ? Merci beaucoup. Déjà, merci beaucoup à toute l'équipe d'Ombre Blanche, spécialement à Hélène, qui est partie avec beaucoup de générosité pour nous chercher à boire en plus de l'eau. Et un grand merci à toi, Isabelle, pour cette préparation et pour ce débat par avance. Oui, alors en effet, ce que j'ai voulu faire, c'est d'une part une plongée en archives, parce que c'est vrai que la tentation, au vu de la richesse bibliographique sur le sujet de l'histoire des féminismes au pluriel et des luttes aussi, parce que ça dépasse le seul cas des féministes, ce livre, la tentation est très forte de... peut-être plagier, j'en connais, en tout cas de s'inspirer fortement ou de faire de la seconde main. Et donc moi, ma grande envie, mon grand désir, c'était de plonger dans des archives très très diverses
Et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été très aidée par des archivistes, par des conservatrices et conservateurs. C'était aussi à l'occasion d'une exposition que je préparais comme commissaire scientifique. C'est l'exposition qu'on peut voir actuellement à Angers, qui s'appelle Les femmes sont dans la rue, révolte, subversion, émancipation. Et donc, il m'a invité à aller voir beaucoup de documents pour, in fine, en retenir quelques 300, des œuvres très diverses, grâce notamment à l'association créée par Christine Barr et Julie Verlaine, La Fémuse, dont le but est de créer un musée des féminismes. C'est un beau projet et il y a beaucoup de ténacité et de force au sein même de ce projet. Donc, pour répondre à ta première question, oui, l'objectif, c'était vraiment cette plongée dans les sources primaires pour faire émerger ces figures dont certaines sont connues, mais même quand elles sont connues, il s'agit pour moi de les regarder peut-être autrement, avec de nouveaux documents, voilà, un autre surgissement de sources, de textes. Et malheureusement aussi, comme on le sait très bien quand on fait de l'histoire, avec des archives de la répression. C'est pas le seul corpus, bien sûr, mobilisé, mais j'ai vu beaucoup de sources policières, judiciaires, carcérales, des archives d'État, notamment des archives nationales, des archives départementales, des archives de préfecture de police. Et donc, c'était aussi l'occasion pour moi de faire revivre des femmes aux trajectoires à la fois très singulières, mais très méconnues. Et donc, en termes de méthode, c'était cette finalité qui était la mienne, de retrouver vraiment le travail d'historienne au ras des sources. Et puis, en termes de choix méthodologique et qui est à la fois subjectif et raisonné, je dirais, j'ai eu l'idée de tracer une sorte de cortège de femmes, puisque en fait, il s'agit aussi de parler de ces femmes qui s'engagent dans l'espace public, qui descendent dans la rue, qui montent sur les barricades de la Révolution française à nos jours, comme tu l'as rappelé, depuis Madame B, on ne connaît pas son nom et on ne le connaîtra jamais, une des rédactrices des cahiers de doléances en 1789 et l'un des rares cahiers de doléances a vraiment réclamé une pleine citoyenneté, une pleine égalité entre les femmes et les hommes, mais aussi, on y reviendra sans doute, la justice sociale, jusque aux femmes en lutte aujourd'hui, qui réclament dans tous les cas la justice, l'émancipation, une vie bonne, une vie respectueuse d'autrui et du vivant. Et donc, voilà, il s'agit de figures de femmes comme une chaîne de femmes solidaires les unes des autres, dont chacune connaît la suivante en quelque sorte, comme si elle se transmettait un flambeau. Et j'ai repris d'ailleurs l'image de l'une d'elles dans une correspondance pendant la Première Guerre mondiale qui parlait d'un ruban de femmes qu'elle voyait manifester, des femmes pacifistes et internationalistes qu'elle voyait manifester justement à Angers. Mais d'un autre côté, évidemment, et tu le soulignes d'emblée dans ta question, et je te remercie, bien sûr que le choix était très difficile, hein, je parle à la fois d'un bonheur et d'un crève-cœur parce que il fallait, à partir du moment où j'adoptais ce parti de choisir des femmes en retraçant leur parcours et à chaque fois en montrant leurs espoirs, leurs stratégies, leurs tactiques, la manière dont elles se mobilisaient, eh bien ça supposait d'en délaisser beaucoup d'autres. Alors mon choix a été de travailler vraiment sur des femmes radicales, c'est-à-dire qui vont, et je prends ce mot vraiment dans son sens étymologique et je pense positif et enthousiasmant, parce que évidemment aujourd'hui le terme de radicalisation a subi bien des dénigrements et bien des échappées problématiques, mais pour moi radical c'est évidemment aller à la racine de systèmes d'oppression, de domination, d'exploitation. Donc elles sont radicales et souvent elles se disent intégrales dans leur volonté de combiner leur lutte. Donc souvent elles sont féministes même avant que le mot soit forgé. On pourra peut-être y revenir si tu le souhaites. Donc, forgée par Hubertine Auclair en 1882. Et elle-même, elle reprenait ce qui était d'abord un mot très dénigrant, féministe. C'était d'abord un mot qui désignait dans des traités médicaux un peu anatomo-pathologiques, vous voyez, des hommes qui n'auraient pas été supposément virils, voilà, donc féministes, ça voulait d'abord dire des hommes
pas assez homme. Vous imaginez déjà à quel point c'était disqualifiant. Et donc Hubertine Auclair, en 1882, décide de faire ce qu'on appelle, et il n'y a pas beaucoup de gros mots dans le livre, mais c'est une antiparastase, c'est-à-dire on prend un mot et on le retourne. C'est un mot dénigrant, un mot d'insulte, un mot voilà qui discrimine, et on se dit on va le réapproprier, on va se l'approprier, on va le posséder autrement avec fierté. Donc beaucoup de ces femmes sont féministes, même sans le mot, même avant que le mot existe, mais dans tous les cas, elles sont en effet radicales, c'est-à-dire qu'elles entremêlent leur lutte pour la justice et l'égalité entre les femmes et les hommes, mais à d'autres types de mobilisation, parce que pour elles, il y a un universalisme dans ces luttes de femmes, un universalisme au sens où elles revendiquent des droits pour toutes et tous, pour tous, on pourrait dire aujourd'hui. Et donc, ça suppose vraiment de s'interroger sur ce système par lequel les oppressions existent. Donc, à leurs yeux, lutter pour des droits, ça n'est jamais abstrait, ça n'est jamais formel, ça n'est jamais, par exemple, uniquement lutter pour, par exemple, le droit de vote. Mais c'est se demander à quelles conditions de possibilité une véritable égalité est possible. On voit très bien, justement, je trouve, dans ton ouvrage, à quel point ces combats sont mêlés. Et souvent, on a dit, bon voilà, il y a le temps du suffragisme, il y a le temps de la lutte pour tout ce qui est droit du corps, de la sexualité, etc. Là, en fait, on se rend compte que tout est mêlé très tôt, en réalité. Et en particulier, quand tu reposes cela pour commencer le fil, au moment de la Révolution, où... bon, évidemment, tu évoques ce que toujours on retient de la Révolution, c'est-à-dire Olympe de Gouges, etc. Mais tu montres aussi qu'il s'agit d'autre chose, qu'il s'agit aussi de se réapproprier l'espace et même donc d'influer sur la manière donc sur la géographie et sur l'espace des décisions. Et donc il y a, au-delà de la revendication des droits, une prise de position dans l'espace public qui est extrêmement importante. Oui, merci. En effet, alors c'est vrai que quand on dit révolution, femme, voire féminisme, c'est toujours à Olympe de Gouges qu'on pense. Et c'est l'évidence, il faut parler d'elle, c'est très important. Et son texte est majeur et fondamental. Simplement, ce qu'on sait moins, c'est qu'il a été très, très, très peu connu, très, très, très peu diffusé. Peut-être à 4, 5 exemplaires. Merci beaucoup, Hélène. Peut-être à 4 ou 5 exemplaires au moment où il est sorti à l'automne 1791. Donc, elle était mal connue pour cet aspect-là. Son texte, il sera découvert bien plus tard. D'autre part, Olympe de Gouges, bon, bien sûr, elle a cette manière, elle aussi, d'entremêler les combats. Et on connaît son engagement contre l'esclavage, avant même l'émergence du phénomène révolutionnaire. Mais elle se distingue de beaucoup d'autres femmes qu'on peut considérer comme féministes par le fait que, d'abord, elle reste monarchiste assez longtemps, Olympe de Gouges. On le sait moins, mais par exemple, sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, elle la dédie à Marie-Antoinette. Et il faut quand même se rappeler que c'est après la fuite de Marie-Antoinette et de Louis XVI et leur arrestation à Varennes. Et elle en appelle même à un renforcement de la monarchie. Et elle ne se convertira vraiment aux idées républicaines, mais avec beaucoup de conviction, que à la fin de l'année 1792. Donc c'est ce qui la distingue de beaucoup d'autres féministes révolutionnaires. Je pense par exemple à Claire Lacombe, qui est une de ses comédiennes, et j'ai retrouvé sa correspondance qui est bouleversante. D'ailleurs, j'en reproduit une photographie, c'est un peu une photographie de travail prise en archive, mais elle fait de la prison, Claire Lacombe, parce que elle a été jusqu'au bout radicale, prenant la rue, demandant le droit pour les femmes à porter les armes. Pour elle, c'est ça aussi une part de la citoyenneté, c'est l'autodéfense et la défense de la Révolution. Oui, tu veux montrer cette photo ? Et elle signe, en fait, Claire Lacombe, citoyenne Lacombe, femme libre, alors que ça fait des mois et des mois qu'elle est emprisonnée dans une geôle et maltraitée, en fait. Mais en réalité, donc Claire Lacombe, elle est déjà
peut-être moins connue qu'Olympe de Gouges, mais elle l'est quand même parce qu'elle a laissé justement des textes, une correspondance. Mais moi, ce qui m'a intéressée, c'est d'aller me plonger justement dans les archives de la répression pour cerner les mobilisations de femmes qui descendent dans la rue, qui organisent des pétitions, des manifestes, des tintamars, des tintamars comme on le disait à l'époque, mais vraiment des marches, des cortèges qui se rendent à l'Assemblée parfois, qui exigent des députés qu'ils rendent compte de leur mandat. Alors, je peux vous en citer deux. Une coiffeuse, Françoise Séjourné, et qui a arrêté justement par la police pour avoir tout fait pour faire entendre le droit des femmes à se mobiliser, à se rassembler, à délibérer, à décider aussi. Et donc, notamment, on la trouve dans les archives policières parce qu'à un moment, elle rentre dans une caserne et puis elle veut sonner le tocsin. Elle exige un tambour, alors soit un soldat qui va battre le tambour, soit le tambour lui-même l'instrument. Et puis voilà. Et donc, elles sont arrêtées parce qu'elles troublent l'ordre public et puis surtout, on considère qu'elles mettent en danger justement cet ordre. Je peux citer aussi une blanchisseuse ouvrière, Constance Évrard, qui elle va beaucoup se mobiliser dans tous les grands moments révolutionnaires. Par exemple, le moment où sur le Champ de Mars, il y a une véritable tuerie organisée sous l'égide de Lafayette. Et vraiment, elle est présente aussi lors de la prise du palais des Tuileries. Et ces femmes, évidemment, on les a un peu oubliées. Elles sont perdues dans les méandres de cet oubli, sauf quand elles ressurgissent dans les archives. Je veux aussi montrer que beaucoup de ces femmes ont participé à la prise de la Bastille, notamment, hein, et certaines d'entre elles ont même été reconnues comme telles, mais elles aussi, on les a oubliées. Et souligner qu'elles ont des contradictions entre elles, et ça parcourt aussi le livre, parce qu'il ne s'agit pas de faire une histoire polie, polissée dans tous les sens du terme. Il ne s'agit pas de polir cette histoire pour la rendre un peu sans aspérité. Par exemple, vous connaissez peut-être cette grande marche des femmes, les 5 et 6 octobre 1789, et c'est un moment qui est vraiment matriciel, parce que ça va changer le cours de la Révolution française, comme tu le soulignais en fait, Isabelle. En fait, il y a un moment où voilà, ces femmes, elles descendent dans la rue. Elles ont l'habitude, pour certaines, les femmes de la halle, les dames de la halle, ce sont des marchandes, essentiellement des vivandières, des harangières qui vendent des harengs, des marchandes de poissons. Elles ont l'habitude d'aller à Versailles parce que quand il y a une cérémonie officielle, elles vont faire allégeance au roi, faire révérence dans un système de contre-don, de don contre don, où en échange de cette reconnaissance populaire, elles reçoivent la protection du roi. Et elles sont en quelque sorte des méthonistes du peuple, hein, prendre la partie pour le tout, donc elles sont la partie symbolique représentante du peuple. Mais cette fois, elles vont à Versailles, elles marchent en prenant des armes justement, et elles vont chercher la famille du roi et le roi lui-même. Et là, comme tu le dis, d'un point de vue géographique, ça change, c'est un peu une question géopolitique parce qu'elles vont vouloir situer le roi dans un territoire bien précis, à Paris, pour qu'il voit ce qu'est la misère du peuple. Et donc, elles articulent une lutte sociale. Des femmes étaient déjà des bouts de feu avant la Révolution française, dans des révoltes frumentaires notamment, dans des soulèvements populaires. Mais là, c'est à la fois le social, voilà, regardez ce que c'est que d'avoir faim, venez voir ce que c'est que d'avoir faim, mais aussi le politique. Parce que pour elles, il s'agit vraiment de mettre en œuvre la déclaration des droits. Qu'est-ce que c'est que d'avoir des droits? Et toutes vont vouloir le faire. Mais elles ne sont pas finalement toujours d'accord, ces femmes de la halle qui se mobilisent en octobre 1789, avec ce que d'autres femmes, plus tard, en 92, 93, 94, Claire Lacombe jusqu'en 95, vont exiger. Hein, ces femmes de la halle vont pas forcément demander le droit de vote. Bah non, elles estiment que ça outrepasse un peu les rôles qu'aujourd'hui on appellerait les rôles de genre. Alors que beaucoup d'autres femmes vont considérer que la pleine citoyenneté, c'est la justice et des droits pleinement égaux. Et il y a une dernière femme peut-être que je voudrais citer pour cette période révolutionnaire, qui pourrait être considérée uniquement comme une femme puisqu'elle est l'épouse de Nicolas de Condorcet. Donc Condorcet, un philosophe, le seul philosophe des Lumières véritablement féministe, et donc qui est l'un des rares révolutionnaires, un peu dirigeants révolutionnaires à être féministe. Et d'ailleurs, c'est pas anodin que lors de la seule véritable marche féministe avant la Première Guerre mondiale, menée notamment par Séverine, par Hubertine Auclair, Maria Véronne, Marguerite Durand, on va aller
à la statue de Condorcet, le 5 juillet 1914, pour lui rendre hommage. Donc, parce que voilà, Condorcet, c'est le philosophe féministe qui demande l'égalité entre les femmes et les hommes, qui demande notamment le droit de vote des femmes et la citoyenneté. Mais en fait, il avait la chance très grande à mes yeux d'être le mari de Sophie de Grouchy. Et Sophie de Grouchy de Condorcet, du coup, qui a épousé Condorcet, ils avaient un écart d'âge assez important. Elle était assez jeune quand elle a épousé Condorcet, mais c'est une philosophe incroyable. Alors moi, j'avais vaguement entendu parler d'elle, mais si peu. Et en fait, en la lisant, en retrouvant ses textes, j'ai été vraiment éberluée, vraiment stupéfaite par sa dimension libératrice, la dimension émancipatrice de sa pensée, de ses propositions. Là où Condorcet est assez idéaliste, on va dire, il défend des droits un peu abstraits pour des individus eux-mêmes abstraits, elle est matérialiste. Et elle dit, voilà, il faut l'égalité entre les femmes et les hommes. Ça, c'est une évidence. Il faut la pleine citoyenneté. Il faut une éducation pour tous et toutes. Mais elle est matérialiste au sens où elle se demande quelles sont, encore une fois, les conditions matérielles de possibilité d'une véritable justice. Et même si elle est noble, vous voyez, c'est Sophie de Grouchy de Condorcet, en fait, elle demande l'égalité des fortunes. Elle dit, on n'arrivera pas à une véritable justice tant qu'on a des écarts considérables d'argent, de fortune, des écarts matériels. Et donc, elle pense aux femmes du peuple, elle pense aux femmes paysannes. Et donc, c'est pas seulement des droits formels qu'elle réclame pour les femmes, mais des droits réels aussi en termes de justice sociale. Oui, j'ai dit la dernière femme, mais c'est pas forcément ce que tu proposes. Je voulais revenir justement sur son portrait parce que les femmes de la rue, disons, ont été invisibilisées, mais elles aussi, alors qu'il y avait des textes, il y a des traces plus évidentes, je dirais. Mais elle est aussi radicale parce il me semble elle propose une critique du mariage qui est absolument incroyable, voilà, qu'on n'attendrait pas. Ah, mais c'est incroyable. Alors, c'est vrai que ces femmes mobilisées, elles ont réussi. Et pas elles seules, bien sûr, mais elles ont réussi à obtenir des droits importants. Par exemple, sur le mariage civil, ça a été un des grands acquis de la Révolution française. Il y en a bien d'autres, mais le mariage civil, le fait que ça soit un contrat de pur consentement qu'on peut rompre à peu près à tout moment, donc aussi le droit au divorce pour les femmes, le droit aussi à régler des litiges devant des cours de justice qui permettent d'être à égalité pour ce qui concerne les femmes et les hommes, des droits comme le fait que la femme puisse échapper à la tutelle de son mari, que c'est évidemment ce que Bonaparte, dans le Code civil, va mettre en cause très très rapidement, donc en rétablissant l'idée que les femmes mariées doivent obéissance à leur mari, selon justement cet article du Code civil. Mais justement, certaines de ces femmes, et c'est le cas de Sophie de Grouchy, vont dire non mais le problème de toute façon, c'est même celui du mariage lui-même. On n'a pas besoin de contrat pour s'aimer, et le mariage est plutôt une convention sociale qui va écraser les femmes dans une forme de subordination, et puis qui va aussi finalement atteindre l'amour lui-même. Donc elle écrit les lettres sur la sympathie, elle réfléchit beaucoup à ce que peut être l'amour, à ce que peut être l'amitié, ce que sont les affects, etc. Et donc pour elle, ça ne passe pas par le contrat, ça ne passe pas par des avocats ou des notaires ou des huissiers. Je trouve intéressant aussi que tu aies mis systématiquement, enfin pas systématiquement, mais à plusieurs reprises, des copies, des facsimilés de l'écriture de ces femmes. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la restitution de leur identité qui passe par le fait de donner à voir leur écriture ? Oui, et d'ailleurs, ce sont donc des photos de travail en archives, parce que précisément, redonner des noms, parce que souvent on dit des femmes anonymes, on va faire de l'histoire des anonymes, ça ne veut pas dire grand-chose en fait. Elles et ils, mais en l'occurrence surtout elles, ont un nom et ont justement des projets, des tactiques, des stratégies, des espoirs, voilà, des enthousiasmes, des courages. Voilà, elles sont souvent frondeuses, insolentes, parfois provocatrices, mais souvent très courageuses et pleines de force, pleines de ténacité, même s'il y a aussi des découragements. On pourra peut-être y revenir si vous le souhaitez. Mais oui, donc du coup, avoir cette approche aussi un peu sensible, parce que ce qu'elle mène, ce sont des expériences sensibles, des expériences matérielles de lutte, d'engagement, comme tu le dis beaucoup, par exemple, prendre la rue quand c'est parfaitement subversif, c'est parfaitement transgressif. Et c'est cette transgression-là qui m'a beaucoup intéressée. Donc forcément aussi, les archives
Bah oui, le goût de l'archive, comme le dit Arlette Farge, le goût de l'archive, c'est pouvoir en restituer le grain. Alors malheureusement, voilà, le livre a des limites formelles. Voilà, c'était pas un rapport de force avec mon éditrice Séverine Nickel, qui a été formidable pour ce livre, mais il fallait quand même se limiter en termes d'illustration. Mais il y en a quand même beaucoup, comme tu le dis, qui parcourent ces pages pour redonner aussi la vie de ces traces qu'elle laisse, parfois même quand elles ne savent ni lire ni écrire. Ou bien beaucoup de ces femmes sont aussi des autodidactes. Et tu disais la dimension sensible. Oui, tu le poses dès l'introduction, je crois. Ce que tu proposes, c'est une histoire précisément politique et sensible. Oui, c'était même le sous-titre que je voulais donner à ce livre, mais enfin ça faisait un peu long quand même, parce que c'est déjà « Nous ne sommes rien, soyons toutes », et le sous-titre c'est « Histoire de femmes en lutte et de lutte féministe ». Alors moi j'aurais voulu mettre et de la Révolution française à nos jours. Donc, j'aurais voulu mettre histoire politique et sensible de femmes en lutte et de lutte féministe. Ça a commencé à faire beaucoup. Il n'y avait plus beaucoup la place pour elle sur la photographie qu'on a choisie pour qui illustre le 14 juillet 1936 sous le Front populaire. Mais en effet, je tenais quand même à souligner que c'est une histoire très politique parce qu'elles-mêmes le sont. Elles s'engagent dans la cité et c'est politique au sens vraiment là aussi radical du terme. C'est faire cité, c'est se battre pour le bien commun, essayer de travailler justement, comme on le disait, à l'articulation de différents engagements pour obtenir une véritable citoyenneté pleine et entière. Et encore une fois, pas seulement des droits civiques, mais bien d'autres choses, des droits sociaux. Donc ce sont des luttes politiques et c'est aussi une approche sensible. Et ça fait longtemps que j'essaie d'y réfléchir et tu parlais de Boris Gobi, par exemple. On a aussi beaucoup travaillé ensemble sur l'expérience sensible du politique, notamment autour de 68. Je l'ai fait aussi sur la Commune de Paris. Mais l'idée, c'est que, en fait, évidemment, il ne s'agit pas de tomber dans le piège de dire « Ah, c'est une histoire des femmes, des féministes, des luttes de femmes. Donc, on va parler de leurs émotions, on va parler de leurs affects, on va parler justement de cette sensibilité qu'elles ont. » Parce que là, on retomberait justement dans une reconduction de rôles de genre et d'assignation identitaire. Les femmes, c'est les émotions et les hommes, c'est la raison, c'est l'intelligence. Les femmes, c'est le privé, l'intime et les hommes, c'est le public et le politique. Mais bah oui, ça fait longtemps que on est très très nombreuses et nombreux maintenant à réfléchir aussi sous l'angle du fait que les émotions ne sont pas du tout incompatibles, au contraire, avec la rationalité, avec une intelligence, avec une raison politique. Et c'est pas du tout dépolitiser la chose politique que de parler aussi des affects qui meuvent les protagonistes, qui les mettent en mouvement. Et c'est évidemment leur cas. Et donc j'ai essayé de le restituer aussi dans l'écriture, d'essayer d'avoir une écriture qui permette d'être le plus fidèle possible, j'espère, justement à cet élan, à cet allant, à cet enthousiasme qu'elle montre. Ça passe peut-être par l'utilisation que tu fais aussi des sources, des écrits personnels, des correspondances, des journaux, donc qui permettent aussi de restituer un petit peu ce qui est de l'ordre des émotions. Et je pense en particulier, pour une période un peu plus tardive, lorsque tu évoques l'histoire des Saint-Simoniennes, qui est un peu plus connue que d'autres, parce qu'elle a été pas mal étudiée, cette histoire des Saint-Simoniennes. Et ce que j'ai trouvé aussi intéressant dans cette manière de les aborder, c'est que tu montres bien, tu viens juste, quand tu le fais, d'aborder probablement celles qui sont les plus silenciées des invisibilisées. C'est donc les femmes qui luttent contre l'esclavage en Guadeloupe, à La Réunion, à Saint-Domingue. Et puis, juste après viennent ces Saint-Simoniennes, donc où là tu utilises effectivement, il y a beaucoup de sources pour les Saint-Simoniennes, et là on voit un écart très important entre une dimension de rupture qu'il y a chez elles et puis quelque chose qui reflète ou qui l'air du temps, c'est-à-dire quand même une approche qui est très raciste, on peut dire, où il y a en tout cas une espèce de soutien au colonialisme, à la colonisation. Et il me semble que voilà, les deux résonnent dans cette partie-là du livre et illustrent aussi ou mettent en évidence cette diversité des luttes, justement, que tu évoquais.
Absolument, et c'est vrai que c'était important d'évoquer ces figures révolutionnaires, en fait, de certaines de ces révolutions qui sont vraiment incroyables, comme la révolution haïtienne, hein, qui est une des révolutions qui, justement, articule tellement de dimensions émancipatrices en termes de lutte contre l'esclavage, contre le colonialisme, contre l'impérialisme, donc ce qui débouche sur la première République noire. Mais, comme tu le dis, en effet, elles sont très silencieuses, y compris, par exemple, en Haïti. Alors c'est toujours des femmes d'eux, justement. Par exemple, Claire Heureuse, qui est quand même une révolutionnaire haïtienne très impressionnante, mais souvent elle est ramenée à son statut d'épouse de Jean-Jacques Dessalines, qui sera considéré comme l'un des pères de la nation avec Toussaint Louverture. J'évoque aussi Sanité Belair, et Sanité Belair, qui est une révolutionnaire qui prend les armes, qui est une sergente, qui est une lieutenante, etc. Et c'était aussi l'occasion de parler de ces esclaves affranchis, Solitude étant sans doute les plus connus, mais voilà, il y a toutes ces esclaves qui ont laissé si peu de traces, comme Eva, par exemple, à La Réunion, entre autres. Et c'est vrai que la rupture est enfin, il y a rupture et continuité. Ça fait longtemps que je n'ai pas dit ça. Rupture et continuité. Mais c'est-à-dire que les Saint-Simoniennes, qui ont un projet, elles aussi, émancipateur, évidemment, puisqu'elles sont socialistes. Donc, elles veulent rompre avec la loi du profit, la loi de l'accumulation, la loi de l'exploitation, de la prédation. Elles veulent réaliser, justement, une émancipation qu'elles peuvent contribuer à nommer plus tard une utopie réelle, une utopie concrète. Donc, notamment, faire en sorte que les productrices et les producteurs reçoivent la juste rémunération de leur travail, sans intermédiaire, sans patron, notamment. Eh bien, elles sont elles-mêmes anti-esclavagistes. Voilà, et les Saint-Simoniens le sont. Mais d'un autre côté, ils et elles se disent, on a besoin de réaliser notre socialisme, et donc pourquoi pas sur des territoires disponibles, des terres qui sont libres. Alors notamment en Algérie ou en Égypte. Alors par exemple, j'évoque la figure impressionnante de Suzanne Voilquin. Suzanne Voilquin, ouvrière, absolument autodidacte, qui ensuite se forme aussi pour être infirmière, sage-femme, et elle voyage, et c'est très impressionnant pour sa trajectoire, et elle vit pendant plusieurs années en Égypte. Et elle va soigner d'ailleurs les populations aussi bien françaises, européennes que arabes lors de la grande peste qui va ravager le pays. Et en fait, elle est vraiment très engagée. Elle reste là où beaucoup de Français partent et beaucoup de Saint-Simoniens quittent l'Égypte. Elle est incroyable par sa lutte, notamment pour la libre disposition de leur corps par les femmes. Donc, on pense toujours que le droit des femmes à disposer de leur corps, c'est vraiment une revendication, surtout, on va dire, des années 1970, éventuellement un peu avant sur les luttes pour l'avortement, pour le droit à l'avortement et à la contraception. Mais en fait, c'est ce que je montre, c'est que depuis la Révolution française, cette question-là, elle est vraiment posée. Suzanne Voilquin, un peu comme on l'a dit pour la question de la conjugalité du mariage, c'est vraiment rompre avec le mariage, avoir une sexualité affranchie, épanouie. Elle va aussi publier des textes d'une autre socialiste de l'époque qui s'est suicidée très jeune, Claire Desmarres, et qui, elle aussi, a une liberté. C'est la raison d'ailleurs de son suicide, parce qu'elle pense qu'elle est vraiment trop décalée par rapport à son époque et que ses écrits ne pourront que susciter l'opprobre terrible. Mais d'un autre côté, Suzanne Voilquin est pétrie de contradictions. Alors, ce qui est important, c'est que elle en a conscience quand même, et elle s'interroge, et ce sont un peu des abîmes de réflexion et de difficultés. Mais par exemple, comme tu le soulignes, en effet, elle est pétrie de préjugés racistes, notamment à l'égard des femmes arabes. Donc d'un côté, elle considère qu'il faut que les femmes s'émancipent quant à leur sexualité, et d'un autre côté, quand elle pose un regard sur ces femmes et qu'elle écrit sur ces femmes arabes, c'est pour évoquer leur supposée volupté, leur supposée en fait sexualisation. Elle contribue à sexualiser ces femmes. Et bon, encore une fois, elle a conscience de cette contradiction, et elle se pose des questions sur elle-même. Et tu parlais aussi des récits. Du coup, c'est vrai que pour elle, par exemple, pour ces Saint-Simoniennes, je pense notamment à Claire Desmarres qui écrit des textes incroyable d'affranchissement et de liberté puissante, et en même temps douloureuse, parce qu'elle sait que voilà,
pour elle, voilà, cette liberté-là n'est possible qu'au prix d'une exclusion totale. Et donc, il la conduit au choix de sa propre mort. Mais écrire, pour elle, c'est pas du tout une expérience narcissique. C'est vraiment pour mettre au jour, pour faire émerger une parole qui soit comme une enquête, une sorte d'enquête ethnologique à partir de soi, sur les discriminations, les injustices, les inégalités structurelles, et donc les montrer de façon intime et très courageuse. C'est pour ça que leurs écrits, leurs correspondances sont en effet fondamentaux pour pouvoir retrouver justement cette puissance dans l'engagement et le courage qu'il y a fallu. Ludivine Bantigny, lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche mercredi 2 avril 2025, à l'occasion de la publication aux éditions du Seuil de son ouvrage « Nous ne sommes rien, soyons toutes, histoire de femmes en lutte et de lutte féministe, de la Révolution à nos jours ». Cette période des années 1830-1840, c'est aussi celle d'un rapprochement de certaines luttes de femmes avec le mouvement ouvrier. Je pense par exemple à Flora Tristan, qui est une sorte de précurseuse dans ce domaine. Et puis ça ne va plus cesser, en fait, par la suite, ce rapprochement. C'est une des lignes aussi de force de l'ouvrage, hein. C'est ce lien et cette participation au mouvement ouvrier, aux grèves, aux luttes sociales. Absolument. Et d'ailleurs, j'évoque aussi ces femmes qui sont sur les barricades, alors qu'on peut retrouver dans des archives qui, elles, et je vais revenir sur Flora Tristan, je te remercie beaucoup de l'évoquer, c'est une figure très très importante, mais certaines de ces femmes, en fait, ne laissent de traces, encore une fois, que parce qu'on sait qu'elles ont été blessées, voire tuées sur des barricades. En 1830, en 1833 aussi, au moment de la révolte des canuts lyonnais, parce que beaucoup de ces femmes, notamment à Lyon, ont des liens très étroits avec ce mouvement d'une classe ouvrière en voie de constitution. Et d'ailleurs, l'Écho de la Fabrique, qui est le premier vrai journal ouvrier réalisé, écrit uniquement par des ouvriers, des prolétaires, l'Écho de la Fabrique donc à Lyon, consacre une rubrique à ces luttes de femmes. Et donne la parole à ces femmes. Et donc, on retrouve, je pense par exemple à Elisabeth Guibal, que j'ai trouvée dans les archives, avec cette particularité qu'elle est sur les barricades en février 1848, et ensuite en juin 1848, lorsqu'il y a une insurrection ouvrière réprimée par le gouvernement de cette seconde République. Et donc beaucoup de ces femmes même vont y perdre la vie ou être envoyées en déportation, au bagne, entre autres choses. Et c'est vrai qu'elles s'expriment comme femmes. Et en même temps comme prolétaire ou comme soutien des prolétaires. Et Flora Tristan est extraordinaire de ce point de vue, parce que comme tu le dis, c'est une précurseuse, c'est vraiment une pionnière. Et ce que j'essaie de montrer au travers de ses écrits, de sa correspondance, de ses textes, de cette manière qu'elle a, là aussi je reproduis cette page assez fascinante où, en fait, dans ses écrits qu'elle publie, justement souvent à compte d'autrice d'ailleurs, elle reproduit même sa comptabilité. Elle dit, parce qu'elle récolte de l'argent pour créer une union ouvrière, et elle veut être extrêmement intègre. C'est le moment d'en parler, de l'intégrité en politique. Vraiment, pas un centime ne doit entrer dans sa propre poche. Donc, elle publie ses comptes. Et voilà, donc on a dépensé ci, j'ai dépensé ça. Voilà. Et en fait, elle parcourt d'abord les rues de la capitale à pied. Elle s'épuise littéralement pour récolter de l'argent. Et puis ensuite, elle va aussi faire un véritable tour de France. Elle va aller jusqu'en Angleterre, à la fois pour être enquêtrice de la condition ouvrière, mais pour faire une chose qui est doublement pionnier, ce qu'elle appelle l'union ouvrière. Et donc, l'union ouvrière, c'est en fait ce qui deviendra un peu, sans être téléologique, c'est-à-dire dire, voilà, ça c'est la finalité, c'est de faire ce qu'on fait à partir de 1848 d'une part et 1864 d'autre part. Marx, Engels, les internationalistes, les anarchistes, les collectivistes, c'est-à-dire le manifeste communiste, voilà, à travers de tous les pays, unissez-vous, et puis l'Association internationale des travailleurs. C'est déjà son objectif et elle contribue vraiment à le réaliser. Et d'autre part, en fait, ce qu'elle fait, c'est
la sécurité sociale. Ce qu'elle veut faire, c'est ce qu'on nous on appellerait la sécurité sociale. Parce que son projet, et qu'encore une fois, elle ne se contente pas de coucher sur le papier dans des journaux, des manifestes, voilà. Non, elle est vraiment très active et elle récolte de l'argent et elle crée certaines coopératives, c'est en association avec des chambres syndicales, des mutuelles, des associations populaires et ouvrières. Ce qu'elle dit, c'est qu'il faut essayer de prélever des sortes de cotisations, les cotisations sociales, sans passer du tout par l'État, sans passer par la puissance publique et sans passer non plus par la charité, la philanthropie. Ça va être aussi un fil directeur, hein, c'est l'autonomie de l'organisation, l'auto-organisation. Dans les années 70, on dira on ne mendie pas un juste droit, on se bat pour lui. Donc, déjà, Flora Tressan, elle ne mendie pas. La charité, jamais de la vie, justement, presque plutôt mourir. Mais c'est des cotisations, et comme ça, quand des prolétaires ont une maladie, un accident du travail, se retrouvent au chômage ou dans la vieillesse, qui puissent avoir ce qu'elle nomme le palais de l'Union ouvrière, qui serait une sorte de lieu où accueillir, protéger, aider, soigner, accompagner les prolétaires. Et elle dit d'ailleurs que les femmes sont en quelque sorte les prolétaires des prolétaires. Ça, c'est ce qu'on va aussi beaucoup retrouver. Et toutes ces femmes, soit elles sont ouvrières elles-mêmes, en tout cas, elles font partie des classes populaires, des passementières, des blanchisseuses, des lingères, des ravaudeuses, des piqueuses de bottines, enfin voilà, tous ces métiers des fabriques, des ateliers et puis plus tard des usines, soit elles appartiennent à des catégories sociales un peu intermédiaires, de la petite bourgeoisie notamment, mais elles sont vraiment soucieuses du monde ouvrier, elles vont soutenir les grèves, organiser des caisses de grève, des caisses de solidarité, etc. Alors justement, tous ces métiers, tu les comptes au moment notamment de la Commune. Et je vais juste prendre 2 minutes parce que je trouve ça vraiment assez significatif. À partir du cas de Lali Papavoine, qui est une jeune femme de 25 ans, tu écris comme elles sont des centaines, déférées devant les conseils de guerre. 85 domestiques, 78 journalières, 57 lingères, 57 blanchisseuses, 56 femmes de ménage, 49 matelassières, 45 modistes, 45 repasseuses, 44 culottières, 38 giletières, 37 corsetières, 31 piqueuses de bottines, etc. Voilà, tu comptes. Hein, et parfois, il y a 3 demoiselles de magasin. Donc, c'est pas le nombre qui importe. Mais quand même, on a l'impression que pour compter, effectivement, il faut les compter. Je veux dire, il y a quand même cet effet-là du nombre qui est... et ça rend encore plus étonnant leur absence, en fait, dans les discours sur cette période. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment... en regard, toi qui as aussi travaillé sur la Commune, Louise Michel, elle passe assez vite. C'est un choix aussi justement de rééquilibrer les choses un peu. Bon, je lui consacre quand même quelques pages, évidemment, parce qu'elle est très chère à nos cœurs et aux miens. Et d'ailleurs, elle est tellement actuelle, c'est vraiment fascinant. Par exemple, elle disait la République a des rois par milliers. Donc voilà, on dirait voilà, ce sont des empereurs autrement habillés. Voilà ce qu'elle disait. Et elle disait aussi, alors oui, elle disait quelque chose comme liberté, égalité, fraternité, c'est beau comme devise. Dommage que ce soit platonique. Enfin, c'est une formule aussi de Maxime Lisbonne, mais qu'elle reprend beaucoup. Voilà, il faut que liberté, égalité, fraternité, ces mots inscrits partout à nos frontons, mais qui nulle part ne sont en pratique et soient vraiment mis en œuvre. Donc Louise Michel. Mais alors c'est intéressant d'ailleurs parce qu'on parlait d'aspérité tout à l'heure, on parlait de contradiction, etc. Pour ce qui concerne le droit de vote, par exemple, c'est pas Louise Michel qu'il faut aller chercher pour la lutte pour le droit de vote. Mais c'est le cas de beaucoup de ces femmes qui, même pendant la Commune de Paris, ne revendiquent pas le droit de vote. Elles se disent citoyennes et pour elles, la citoyenneté, c'est pas spécialement voter, c'est participer à des réunions, organiser des associations, des chambres syndicales, toutes sortes d'auto-organisations, porter des projets à l'Assemblée de la Commune, des institutrices qui vont proposer justement des programmes pour une école véritablement émancipatrice, etc. Elles se considèrent comme citoyennes, elles se disent telles, mais elles ne réclament pas forcément le droit de vote. C'est le cas aussi d'ailleurs de Georges Sand, qui
qui, en tout cas dans sa période, pas la période de la Commune de Paris, parce que là, elle est vraiment... en fait, elle veut que la Commune... Elle considère que la Commune, c'est les Saturnales de la folie, pour reprendre son expression. Donc, elle contribue complètement à pathologiser la Commune, événement révolutionnaire pourtant incroyable. Mais en 1848, George Sand, là, elle aussi, elle est incroyable. Elle dit qu'il y a une légitimité à monter sur les barricades, et y compris sous la République. Si on n'obtient pas véritablement la justice sociale, alors on aura le droit de remonter aux barricades, quand bien même ça serait un régime républicain, parce que ça ne suffit pas. On ne peut pas donner un blanc-seing à la République. Mais quand elle est sollicitée justement par certaines de ces Saint-Simoniennes ou Jeanne de Rouen, entre autres choses, entre autres femmes, ça l'intéresse pas de se présenter comme candidate et de réclamer le droit de vote. Et Louise Michel, c'est également son cas, parce qu'elle est anarchiste, de plus en plus libertaire, et elle considère que c'est pas par le vote qu'on va changer la société, mais plutôt par la grève et par la révolution. Et donc, citer toutes ces professions, c'est vrai que par moments, j'aime bien, c'est un petit plaisir que je me fais de faire réémerger des métiers. Et donc, c'est le cas aussi plus tard, hein, mais pour évoquer vraiment leur travail, leur savoir-faire, leur habileté, ce qu'elles revendiquent avec fierté, et quelles sont leurs conditions d'existence quotidienne, et pourquoi elles se révoltent, et pourquoi elles se rebellent. Donc, par exemple, ces femmes sous la Commune de Paris, elles mènent des actions extraordinaires, notamment au travers de l'Union des femmes. Et par exemple, celle que tu mentionnes et qu'on trouve malheureusement, encore une fois, dans les archives des conseils de guerre. Donc, par exemple, ce sont des dossiers qu'on peut trouver au service historique de la Défense à Vincennes. Des archives à la fois passionnantes et terribles, parce que souvent, c'est ce qui leur vaut des condamnations à mort, ou ce qui leur vaut des condamnations à la déportation notamment en Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Et en fait, ces femmes, elles ont organisé pendant la Commune une union des femmes, donc justement par profession aussi, en s'appuyant sur les chambres syndicales qu'elles contribuaient à animer. Et puis, elles ont tissé comme ça des rapports sociaux et professionnels pour... en fait, des formes autogestionnaires, même si c'est pas le mot qu'elles utilisent, mais ça revient à ça, vraiment. Et elle parle d'ailleurs du capitalisme, hein, elle parle de la loi du capital, qu'elle considère un peu à la manière d'une pieuvre qui étend ses tentacules, et il s'agit de lui échapper. Elle n'y échappe pas très longtemps, malheureusement. Pour elle, parce que la répression est monstrueuse. Et on la voit aussi, on la retrouve, cette répression, lors de la participation à certaines grèves, mouvements sociaux, je pense notamment à Fourmi, où effectivement elles sont particulièrement victimes. Oui, et pour Fourmi, par exemple, j'évoque la figure de Maria Blondeau. Maria Blondeau, qui était une de ces toutes jeunes ouvrières de 17 ans, en l'occurrence. Peut-être ça vous parle, j'allais dire, vous vous en souvenez pas directement, mais ça vous parle. Fourmi, c'était le 1er mai 1891, et donc il y a eu vraiment une grève importante avec des occupations, des filatures. Fourmi, ville textile du Nord, et donc grâce aux archives, on retrouve aussi leur mobilisation, comment elles se sont organisées, elles et ils. Et puis il y a eu cette fusillade, voilà, avec 9 morts, dont un enfant, et puis de très jeunes femmes, dont Maria Blondeau. Et toutes ces femmes, on peut aussi les retrouver, justement, par exemple, j'ai passé beaucoup de temps dans les archives de la préfecture de police de Paris, mais voilà, sur des grèves de femmes, en fait, dans les années 1870, 1880, jusque très tard, hein, mais où elles s'expriment comme telles, et forcément, du coup, elles sont un peu toujours, moi je dis, elles sont dégenrées d'une part et dégénérées de l'autre par les autorités. Parce que dégenrées, c'est-à-dire qu'en fait, souvent, on les traite de viragos, de femmes-hommes. C'est jamais de vraies femmes. Si elles font ça, si elles sont capables, justement, de se battre, de faire grève, d'aller dans la rue, de se jeter comme ça sur le pavé, voire de jeter des pavés un peu plus tard. Et d'un autre côté, elles sont toujours dégénérées, au sens, il s'agit toujours de les pathologiser, de dire que c'est de la folie ou c'est de l'hystérie, voilà. Et on retrouve ça de toute façon dans toute l'histoire des soulèvements populaires et des mouvements sociaux, de voir comment il y a toujours une manière de dépolitiser ces événements, c'est-à-dire d'enlever la racine, le nerf de ces événements, j'allais dire les énerver, au sens d'enlever leur nerf qui est social, qui est politique, pour en faire des pathologies, justement, on l'a vu. Et ça, elles n'y échappent pas, évidemment, elles en sont même les premières cibles, précisément.
Et justement, il y a une figure qui émerge quand même beaucoup et qu'on connaît peut-être un peu parce qu'il y a eu aussi un effet de source, elle a laissé des traces, c'est Hubertine Auclert. Comment est-ce qu'elle s'est justement située par rapport à ce dénigrement de sa dimension politique, parce que son combat est extrêmement politique et très, très ample. Quel est son rôle, parce qu'elle semble un peu en charnière entre les combats des années 1880-90 et puis ceux qui vont se développer juste avant la Première Guerre mondiale. Exactement. Et donc Hubertine Auclert, en effet, c'est la charnière, parce qu'en fait, elle commence vraiment son engagement peu de temps après la Commune de Paris qu'elle va célébrer. D'ailleurs, on la retrouve comme ça. Mais alors là, c'est vraiment chercher une aiguille dans une botte de foin, mais tout à coup, on la voit surgir dans des archives justement policières, parce qu'elle participe à des cortèges en hommage à la Commune. Et je le précise parce que certaines d'autres femmes importantes féministes de l'époque, quand elles vont se trouver plus à distance de la Commune. Et donc Hubertine Auclert, son premier engagement, c'est quand même de rejoindre tout de suite les socialistes, en fait. Et elle va vraiment se battre, et on la retrouve par exemple en 1879 dans un grand congrès du Parti ouvrier, et elle va vraiment tenir des discours féministes. Et c'est très difficile. D'ailleurs, le journal d'Hubertine Auclert rencontre aussi, son journal intime rencontre de ces phases de découragement, parfois de désespoir. Et en même temps, elle réussit des choses extraordinaires. Donc elle est socialiste, elle est féministe. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est elle qui en 1882 va dire « Ah bah oui, on est féministe ». Et notamment, chose extraordinaire qu'elle réussit, c'est incroyable, elle reprend ce terme, comme je vous le disais, donc à ces médecins qui disent c'est les hommes féministes, des hommes-femmes qui sont pas assez hommes, pas assez virils, etc. Et puis il y a aussi Alexandre Dumas fils, qui est l'écrivain connu, qui est l'auteur de La Dame aux Camélias, qui est un misogyne, mais vraiment terrible, etc. Justement, il emploie ce terme de féminisme, mais comme une insulte, comme une injure. Et c'est pour ça que je vous ai dit, hop, antiparastase, un mot qu'on ne prononce pas tous les 4 matins, mais enfin, antiparastase, on prend le mot, on le retourne et on lui donne un sens positif et un sens de lutte. Et elle va être tellement convaincante, Hubertine Auclert. Enfin, je parle vraiment d'une dialectique de son discours, de sa rhétorique, c'est impressionnant. Donc là aussi, on peut retrouver sa correspondance, notamment dans les fonds féministes extraordinaires de la Bibliothèque historique de la ville de Paris. Et puis tous ses écrits, ses articles de journaux, etc. Mais elle est d'une subtilité et en même temps, elle est implacable, notamment pour la question du droit. C'est la citoyenne. Enfin, elle veut la citoyenneté. Et en fait, elle est implacable, en effet, dans son raisonnement. Elle dit, si vous me refusez la citoyenneté, le droit notamment de voter, eh bien, moi, j'ai le droit de vous refuser de payer mes impôts. Donc, elle va faire la grève de l'impôt, elle va boycotter l'impôt. Donc, on retrouve dans ses archives, justement, pas mal de courriers avec des représentants du Conseil d'État, parce qu'évidemment, elle va être poursuivie, les huissiers, etc., qui la persécutent, etc. Donc, ça, c'est un mode d'action. Mais en même temps, elle est aussi avec Madeleine Pelletier, avec d'autres, avec Marguerite Durand. Elle est dans des organisations d'action, parce que ce sont des activistes. Elles ne se contentent pas d'écrire des articles, ce qui serait déjà énorme, parce que vu justement le flot d'injures, d'insultes, de dénigrements, d'où parfois son désespoir. Elle dit vraiment, c'est comme je suis comme noyée sous le ressac. C'est intéressant qu'elle utilise cette métaphore de la mer, de ces vagues qui refluent, parce que finalement, elle va être considérée comme une des pionnières de ce qu'on appellera plus tard la première vague du féminisme. Et donc, par exemple, Madeleine Pelletier va le faire aussi d'ailleurs, elle va dans un bureau de vote et elle va briser une urne dans la mairie du 6e arrondissement, par exemple. Et donc, elle utilise tous ces modes d'action et elles organisent beaucoup de réunions publiques et aussi, en tant que socialistes, de la solidarité avec des grèves. Donc à chaque fois, elles vont recenser les grèves, elles vont dire là, il y a eu telle grève, il faut qu'on aille les soutenir, qu'on y aille physiquement, ou alors qu'on organise seulement une collecte. Et c'est toujours cette idée que c'est pas la charité, ça c'est la solidarité. Elles n'emploient pas le terme de sororité, c'est intéressant, dans leur correspondance, on les voit, elles disent à la fin, avant de signer leur lettre, elles disent « Je vous serre fraternellement la main ». Donc voilà, c'est la fraternité féministe. Elles n'ont pas le terme de sororité, qui apparaîtra quasiment 100 ans plus tard, mais elles se cherchent aussi dans le vocabulaire, et aussi elles ont un grand sens de l'histoire des femmes.
Elles organisent aussi beaucoup de réunions sur l'histoire des femmes, l'histoire des féministes. J'ai été frappée par la connaissance assez précise parfois qu'elles avaient de cette histoire. Et elles sont plutôt radicales, plutôt actives, et en même temps, elles sont suffragistes, et en même temps, dans le livre, tu montres que finalement, les suffragistes françaises, elles sont vues, y compris par certaines militantes comme Marguerite Durand, comme étant un peu sages par rapport notamment aux suffragettes britanniques. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a cette impression d'une certaine sagesse? Pourquoi est-ce qu'elle ne trouble pas le genre comme les Britanniques? Est-ce que c'est pas aussi est-ce que c'est une stratégie ou est-ce que ça va être un élément de faiblesse aussi? Oui, alors il y a des différences qui sont majeures en effet entre les suffragistes françaises et certaines suffragettes britanniques, parce qu'il y a aussi des suffragistes, vous voyez, une petite nuance entre suffragistes et suffragettes, il y a aussi des suffragistes britanniques qui n'approuvent pas les actions des suffragettes, mais bon, déjà le nombre. Parce que la grande marche féministe en France de l'avant-guerre, c'est celle dont je vous parlais tout à l'heure, le 5 juillet 1914. Quand elles vont faire une petite marche à Paris, depuis les Tuileries jusqu'à la statue de Condorcet, donc si elles avaient su, elles auraient rendu hommage ou fait hommage à Sophie de Condorcet, non pas à Nicolette Condorcet, mais enfin voilà, c'était déjà important. Mais elles sont 6 000, 7 000, et en effet, on retrouve dans les archives, alors si la police fait des rapports quasiment heure par heure, des télégrammes, etc., mais et aussi sur leurs réunions préparatoires. Hein. C'est ça aussi parfois ce qui est abyssal, un peu comme une mise en abîme en tout cas, parce que nous on est là, moi je suis là à lire ces archives. Et puis en fait, je lis le policier qui les lit, quoi. Donc en fait, il y a un effet de poupée gigogne comme ça, parce qu'elles sont toujours surveillées, leur correspondance est ouverte, leurs réunions, il y a toujours une taupe dans leurs réunions pour rendre compte de tout ce qu'elles ont dit, de tout ce qu'elles ont fait, de tout ce qu'elles proposent, etc. Ah, on va aller brûler un code civil, donc tout de suite, voilà, elles ont la police à leur trousse. Mais justement, on voit du coup leur tactique. Et leur tactique, c'est plutôt de ne pas répondre aux colibés, de ne pas répondre aux insultes. Merci beaucoup. Je l'avais pas oublié, mais j'ai pas trouvé l'occasion, le moment pour me servir. Merci. Mais voilà. Et donc, elles veulent justement, en effet, nous on dirait ne pas trop troubler le genre. Ce sont des femmes. Alors certaines sont ouvrières, mais elles veulent s'habiller. Certaines sont aussi des femmes plutôt de la bourgeoisie ou de petite ou moyenne bourgeoisie. Et leur tactique, c'est d'être extrêmement calme, très posé. Donc cette marche du 5 juillet 1914, c'est vraiment dans le silence. Ça devait être assez étonnant parce qu'il n'y a pas de chanson, il n'y a pas de slogan, il n'y a pas de cri, il n'y a rien. C'est silencieux. Et à côté de ça, vous avez parfois 500 000 personnes à Hyde Park, par exemple, du côté des suffragettes, qu'il s'agisse d'ailleurs des États-Unis ou de la Grande-Bretagne. Et comme on le sait, une partie des suffragettes britanniques vont se mettre aussi, quand elles voient qu'elles ne sont pas entendues, elles manifestent, etc. Et puis ça marche pas. Donc après, à partir de 1912-1913, elles vont passer à la vitesse supérieure, faire des actions que d'aucuns vont considérer comme violentes. Elles s'assurent toujours de ne pas mettre en danger quelque vie que ce soit, ni humaine, ni animale, mais parfois elles vont saboter, briser des boîtes aux lettres, même parfois faire des incendies de monuments publics, briser des vitrines, etc. On le sait bien. Et d'un autre côté, dans leur marche, quand tu dis elles ne vont pas forcément troubler le genre, donc d'un côté, elles utilisent ces moyens matériels vraiment extrêmement durs, physiques, où le corps s'engage beaucoup. Elles vont faire des grèves de la faim. Je rencontre dans des témoignages, notamment de Sylvia Pankhurst, quand elle est en prison, qu'elle fait la grève de la faim et qu'elle est torturés, parce que c'est un gavage, vraiment on les force à s'alimenter avec des tuyaux qu'on leur enfonce dans la bouche. Mais d'un autre côté, dans leur marche, dans leur cortège, dans leur parade, comme on dit aussi aux États-Unis, elles s'habillent, c'est là que va émerger d'ailleurs le code couleur du vert, du violet et du blanc, puisque c'est Give Women Vote, donc c'est green, violet et women et donc white et violet pour violet. Donc c'est là que va émerger le code couleur des féministes. Mais elles aiment bien s'habiller justement presque de manière angélique. Voilà, parfois certaines portent presque des ailes d'ange. En tout cas, elles ont des belles robes et elles veulent vraiment être très
féminines selon les codes de genre de l'époque. Et ça, par exemple, Madeleine Pelletier, qui les adore, hein, parce qu'elle les aime par justement leur détermination, leur courage, etc. Mais ça, Madeleine Pelletier, qui aimait bien s'habiller en costume 3 pièces, chapeau melon et canne sous le bras, ça, c'est quelque chose qu'elle n'apprécie pas du tout, parce qu'elle considère qu'elles vont justement reproduire ce qu'on demande aux femmes d'être, c'est-à-dire des anges tombés du ciel, douces. Et voilà. Et donc, ce qu'elle aime, c'est ces contradictions aussi en même temps, c'est qu'elles sont capables d'aller jusqu'au bout d'une action et d'engager leur corps jusque dans une sorte de choix de la violence politique. Et dans la période qui suit après la Première Guerre mondiale, elles ont aussi une certaine créativité dans leur mobilisation, avec par exemple la croisade féministe, le fait de se déplacer en voiture, de faire une espèce de tour de France. Ça, c'est quand même assez sidérant. Et il y a un très grand nombre de stratégies qui sont mises en place, de dispositifs qui sont mis en place, et une certaine créativité qui... alors c'est pareil, on va pas faire de la téléologie, mais qui appelle un peu ce qui va se passer après avec l'espèce d'imagination pouvoir au moment de la fin des années 60. Oui, mais en fait, je pense que c'est aussi parce qu'elles n'ont pas énormément de choix civiques, puisqu'elles sont privées du droit de vote. Elles sont souvent privées de manifester. Hein. Et ça, on le voit bien, les préfectures qui leur rappellent justement les interdictions, etc. Donc, c'est pour ça que cette marche-là dont je vous ai parlé, très, très sage, comme elles le disent elles-mêmes, c'est déjà une subversion, même si elles sont silencieuses, etc. Et plus tard, elles choisiront, justement, après la guerre, d'autres modalités, mais parce qu'elles se disent, mais c'est pas possible. Les suffragettes britanniques, elles ont obtenu le droit de vote, aux États-Unis également, et nous, toujours rien. Donc, on va passer là aussi à la vitesse supérieure. Mais voilà, donc en fait, elles ont besoin de créativité, d'inventivité, d'imagination. Et donc, c'est incroyable, oui. Hein, c'était aussi bouleversant. C'était aussi à la Bibliothèque historique de la ville de Paris, c'est les fonds Marthe Bray. Donc, d'un côté, tu dis, oui, c'est un peu ce que feront les féministes des années 70, mais malheureusement, elles ne les connaissent pas forcément. D'ailleurs, elles vont dire en 70, féminisme année 0, mais elles vont pas se souvenir forcément qu'il y a eu toutes ces mobilisations. Et donc, en effet, je reproduis des photos. Parce il y a plein de photos qui sont on a eu la chance, en effet, de pouvoir les reproduire. J'avais peur que ça soit pas possible, mais on tombe sur un très bel album photographique de Marthe Bray elle-même. On est en 1925, et elle 25, 26, enfin cette période-là, et elle prend des photos de toutes les actions qu'elle mène. Donc, elles ont une espèce d'autocar. Et puis elles partent comme ça un peu partout en France, et elles vont en Bretagne, elles vont dans le sud de la France, etc. Elles collent des affiches avec Napoléon représenté en vieillard Kakoshim, qui est vraiment complètement caduque, etc. Il faut en finir avec le code civil. Elles vont discuter avec des femmes, toutes les femmes qu'elles rencontrent. Alors on les voit avec par exemple des dentelières de Bretagne, ou des ravaudeuses de filets de pêche, et c'est ce qui va faire aussi le lien avec le mouvement ouvrier dont on a déjà plusieurs fois parlé, parce que bien sûr je cite aussi et je me suis aussi plongée dans ces archives-là, par exemple les sardinières, bien sûr, les peines sardines de Douarnenez, et la figure aussi de Lucie Colliard, et puis retrouver ces femmes, Alexia Poquet par exemple, l'une de ces jeunes sardinières. Et donc ces luttes s'articulent toujours. C'est ça, c'est que voilà, Marthe Bray, c'est d'un côté une femme qui a un peu de temps pour aller faire ce tour de France avec d'autres féministes, avec leur bonnet, la femme doit voter, enfin leur chapeau, la femme doit voter, etc. C'est elles qui collent elles-mêmes leurs affiches, tout ça. Enfin, et d'un autre côté, elles sont en soutien à des grèves importantes qui sont des grèves de femmes ou menées par des femmes, comme c'est le cas des sardinières. Alors ces femmes-là, justement, elles sont quand même relativement peu nombreuses, et je me demandais, est-ce qu'en les mettant en avant, on n'a pas le risque d'une espèce de survisibilisation de figures qui étaient invisibilisées, mais que du coup occupent un peu l'espace de manière plus ample? Oui, non, c'est vrai. C'est pour ça que j'essaie de redire, voilà, quels étaient les chiffres, combien ils étaient, parce qu'en effet, voilà, être 6000, ce qui est pour elles déjà formidable, ça reste extrêmement minoritaire. D'ailleurs, ça va être un argument pendant toutes ces années 20 et 30 sur la question de la citoyenneté, et notamment du suffrage. Hein, mais encore une fois, la citoyenneté, c'est pas que le droit de vote, mais entre autres, de tous ces sénateurs, c'est édifiant. Hein, les discours
cour des sénateurs, mais même de gauche, hein, même surtout de gauche, on va dire, puisque c'est surtout le parti radical qui s'oppose bec et ongle au droit de vote des femmes. Alors souvent on dit c'est parce qu'il avait peur que les femmes votent comme le curé le leur demandait, ce qui est déjà absurde, ce qui est déjà un énorme préjugé. Elles ne manquent pas de le leur rappeler. Elles ont beaucoup d'humour en fait, et elles veulent montrer que elles sont pas les pains beige, les revêches qu'on essaie de dessiner d'elles en fait, ce portrait négatif qu'on essaie de dessiner d'elles. Mais ces sénateurs, mais ils sont effrayants, je vous assure, c'est presque insupportable. Non mais j'étais là, je prenais des notes, mais je me disais mais non, mais je tombais de ma chaise. Ça va pas changer. Disons qu'ils osent moins quand même. Ça va quand même mieux, et grâce à elles. Bon, on en discutera. Mais voilà. Et donc c'est vrai qu'elles sont, bien sûr qu'elles sont minoritaires. Et du coup, ces sénateurs disent, bah oui, c'est pas pour quelques petites poignées là de féministes rabougries, revêches là, hein, que on va troubler l'ordre justement, la nation. Et vous imaginez, par exemple, qu'est-ce que ça signifierait tout à coup le vote des hommes. Et par exemple, leur argument, c'est que le vote des rescapés, des soldats de la Première Guerre mondiale, seraient noyés au beau milieu justement du vote de ces femmes, et pourtant elles sont pas allées à la guerre, etc. Donc elles sont pas allées au front. Enfin voilà, il y a plein d'arguments, mais c'est surtout des arguments biologisants de toute façon qui sont donnés. Hein. C'est voilà, elles sont de toute façon elles sont déjà indisposées une fois par mois, donc en fait ça va pas. Elles ont leurs humeurs, elles ont leur cycle, et puis surtout elles doivent avant tout répondre fidèlement à la mission qui leur est confiée, c'est-à-dire de bien s'occuper de leur petit mari et de leurs enfants, etc. Et ça, ça, j'en parle pas trop dans le livre, mais on va le retrouver par exemple en Suisse, parce que vous savez peut-être que c'est la Suisse qui a été le dernier pays à avoir le droit de vote pour les femmes. Jusqu'en 1971, il a fallu attendre, même 1991 pour l'un des cantons de Suisse. Et en fait, vous verriez les affiches, peut-être que vous les connaissez, mais les affiches suisses lors des différents référendums qui sont organisés. Donc, c'est les hommes qui doivent voter. Est-ce que vous êtes pour ou vous êtes contre le droit de vote des femmes? Et en fait, à chaque fois, pour les affiches pour le non, là, non, pas de droit de vote des femmes, on voit des femmes qui sont vraiment complètement négligées et négligentes. Il y a leur bébé dans un couffin, mais le couffin est renversé. Il y a des araignées, il y a des souris qui envahissent le couffin. Il y a la confiture qui pend, qui coule des tables de cuisine, etc. Parce que vous comprenez, si elles vont voter, elles vont complètement négliger leur enfant, leur foyer, leur mari. Ça va pas du tout. Ça, quoi. C'est un peu ce qu'on voyait pour les bas bleus aussi, toutes les caricatures des femmes qui écrivaient. Hein, donc. Ouais. Alors, je vois le temps filer, donc peut-être juste une ou deux questions sur la suite. Tu regroupes ensuite dans une même période la Seconde Guerre mondiale et puis les années 60 jusqu'à 68. Il y a des lignes continues dans cette période. Il m'a semblé qu'il y a évidemment le fait d'être à la fois, que les femmes soient à la fois dans les grèves et dans la rue, par exemple en 68, qu'il y a aussi des grèves pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'il y a à chaque fois une répression qui est assez forte. Et puis, deux choses aussi que je trouve qui traversent, me semble-t-il, l'ouvrage, c'est le désir d'écrire l'histoire avec la figure d'Edith Thomas. Et puis, le prolongement un petit peu de tout ce qui concernait les révoltes contre l'esclavage, etc., avec ce qui se passe notamment en 67, en Guadeloupe, la lutte contre le boomidom. Donc ça, c'est aussi l'émergence d'une forme de féminisme des femmes racisées, je dirais. On va le trouver aussi au moment des épisodes du 17 octobre 61 et de la répression de Charonne aussi en 62. Là, c'est parce qu'il y a ces lignes de fond que tu as pu regrouper comme ça. Oui, alors c'était en gros du Front populaire à 68, face ces femmes qui résistent, qui luttent par des grèves, par des barricades aussi, parce que finalement c'est ce qui unit un peu cette période, des barricades dans la rue, des manières de prendre la rue de façon souvent clandestine, hein, par exemple. J'aimerais bien citer l'une d'elles pendant la guerre, hein, puisque tu parlais de grève pendant la guerre. Alors là aussi, il y a des archives incroyables, par exemple des manifestations de ménagères. Elles s'autodésignent comme telles. Elles disent voilà, nous on est on est bien sûr souvent des ouvrières, voilà, des travailleuses, hein, des employés, etc. Mais nous sommes aussi des mères et des ménagères. Alors bien sûr, on peut se poser toutes les questions sur est-ce que ça reconduit pas justement les rôles de genre, etc. Mais en tout cas là, c'est pendant la guerre. Elles doivent
doivent nourrir leur famille, etc. Et elles se chargent de ce rôle aussi, en plus de leur travail. Et elles se rassemblent de façon souvent clandestine. Elles organisent même à un moment une marche sur Vichy, etc. Enfin, c'est toujours extrêmement courageux. Mais je voudrais citer l'une d'elles parce que je pense qu'on ne la connaît pas, sauf à tomber justement sur son dossier dans les archives, en l'occurrence les archives départementales du Nord. Elle s'appelle Émilienne Mopti. Et Émilienne Mopti, alors moi, elle m'a vraiment bouleversée. Ouais, c'est bouleversant et en plus, j'en ai encore des frissons, je dois dire, parce que quand on ouvre son dossier, donc c'est le dossier de la préfecture, donc du préfet du Nord, qui est complètement dans la collaboration, et il travaille main dans la main avec la Feldkommandant de Tours, parce que le Nord et le Pas-de-Calais sont annexés par l'Allemagne, hein, c'est pas seulement une occupation, c'est vraiment une annexion. Et on trouve notamment, et je l'ai reproduit, des petites photographies, des photographies d'identité de cette jeune femme. Et pourquoi il y a ces photos ? Parce que le préfet et la Feldkommandant de Tours diffusent ces photos un peu partout pour qu'on la retrouve, parce qu'elle a réussi à s'échapper. Elle est persécutée. Pourquoi ? Parce qu'elle a participé à la grève des mineurs, au printemps 1941. La grève des mineurs qui a été un grand mouvement de résistance, hein, qui a été très réprimé. D'ailleurs, beaucoup de mineurs ont été enfermés, emprisonnés, parfois déportés dans des camps, etc. Mais il y avait beaucoup de femmes aussi qui sont allées soutenir ces mineurs, qui étaient souvent des épouses de mineurs, mais qui souvent étaient elles-mêmes des ouvrières, notamment des ouvrières du textile, des ouvrières des filatures. Et c'est le cas d'Émilienne Mopti. Et donc, elles s'engagent vraiment dans cette grève. On les voit à un moment, elles ont réalisé une mosaïque qu'on a eu la chance d'obtenir du petit musée d'Arnes dans le Pas-de-Calais et qui est donc à l'exposition d'Angers dont je vous parlais tout à l'heure. C'est une mosaïque où on les voit devant les fusils, en fait, les fusils des troupes allemandes qui répriment cette grève. Et ce sont les femmes qui sont en première ligne. Émilienne Mopti parvient à échapper justement à cette première répression. Elle va s'engager dans un réseau de résistance. À un moment, elle va réussir à contribuer à monter une opération pour libérer des prisonniers justement à la suite de cette grève des mineurs. Sauf que la Gestapo a une taupe et au courant de cette opération va opérer un coup de filet, arrêter tout le monde et notamment arrêter Émilienne Mopti. Et elle va être envoyée en Allemagne et elle va finir dans des conditions absolument tragiques puisqu'elle sera exécutée à la hache, décapitée à la hache. Et on dit que au moment où, juste avant son exécution, elle chante l'Internationale. Bon, nous ne sommes rien, soyons toutes, mais elle le chantait certainement. Nous ne sommes rien, soyons tous. Mais voilà, c'est aussi pour ça que j'ai repris ce titre pour montrer que, comme tu l'as souligné tout à l'heure, elles sont engagées dans le mouvement ouvrier, dans le mouvement féministe, dans le mouvement antiraciste, anticolonial, etc. Et voilà. Et donc, Émilienne Mopti, mais tant d'autres. Et aussi, par exemple, ce qu'on retrouve dans les archives policières, ce sont des femmes algériennes, le 17 octobre 1961, et dans les jours suivants. Alors ça, j'avoue que je ne le connaissais pas. Pourtant, j'ai travaillé en thèse, il y avait longtemps, sur la guerre d'indépendance algérienne et sur cette génération en France pendant la guerre d'Algérie. Bon, bref, j'ai beaucoup lu sur la guerre d'Algérie, mais je ne connaissais pas alors, la présence des femmes le 17 octobre 1961, oui, et notamment de jeunes femmes, dont l'une est morte, noyée lors de la répression du 17 octobre, Fatima Bédar. Elle avait 15 ans. Et dans les jours qui suivent, et ça, on retrouve ça en effet dans les archives de la préfecture de police de Paris, des Algériennes vont retourner dans la rue, manifester, mais vraiment comme femmes, et uniquement des marches de femmes. Elles vont être arrêtées par dizaines et dizaines d'ailleurs, pour demander justice, pour demander où sont les disparus, parce que comme vous le savez peut-être, le 17 octobre, c'est beaucoup de personnes qui ont été portées disparues en fait, hein, ce qui rend très difficile l'estimation du nombre de morts le 17 octobre, et les historiennes continuent d'avoir des désaccords hein, sur cette estimation. Est-ce que c'était 300 ? Est-ce que c'était quelques dizaines ? Mais elles vont se mobiliser aussi pour continuer à réclamer l'indépendance de l'Algérie. Voilà. Donc il y a des fils de continuité, Front populaire, résistance, guerre d'indépendance algérienne jusqu'en 68, en passant, comme tu le dis très bien, par le mai 67, antillais, guadeloupéen en particulier. Oui, qui a été mis en avant aussi par Michel Zancarini, du livre. Et où finalement ta conclusion, elle a aussi une dimension presque programmatique, hein, puisqu'elle s'intitule...
Pour une solidarité féministe transhistorique. Et là, tu dis nous, tu dis je aussi. Oui. Voilà. C'est vrai. Non, je pense pas que la neutralité soit possible. Ça fait longtemps que j'y pense et que je pense que ce n'est pas possible. Et je pense aussi, et j'ai beaucoup d'exemples en tête, mais je ne citerai pas de nom, hein, de manière très généreuse, que les historiens, certains historiens, je pense notamment à des hommes, tiens, bizarrement, mais il n'y a pas que, mais qui disent qu'ils sont neutres. Voilà, qui disent ah non mais nous on est neutres. C'est qui là tous ces historiens, historiennes engagés, etc. Voilà. Bon. Mais quand je les lis, je peux vous garantir sur facture qu'ils ne sont pas neutres du tout. J'en connais, par exemple, qui travaillent sur 68, c'est un sujet que je connais bien. Là. Et en fait, quand on les lit, on a l'impression de lire Maurice Grimaud, le préfet de police de Paris de l'époque, je vous assure. Je ne vais pas vous faire la démonstration là, mais j'ai des exemples très précis en tête. Donc voilà, et souvent, ces personnes se croient neutres. Et moi, je pense que c'est plus honnête, y compris pour les lecteurs, lectrices, de dire, voilà où je me situe. Mais après, ça ne nous empêche pas de bien faire le travail, d'aller voir les sources, de les couper, de les critiquer, de montrer les contradictions. Bah oui, il ne s'agit pas de taire ce que tu disais très bien. Voilà, il y a des tensions, des contradictions, des femmes, des féministes qui se retrouvent un peu racistes, qui se retrouvent colonialistes, etc. Bon, bref, qui ne s'interrogent pas sur certaines questions, sur le validisme, des choses comme ça, enfin plein de choses, en fait. Donc, voilà, il ne s'agit pas de neutraliser cette histoire, précisément, mais être neutre, non, je ne pense pas. En revanche, on peut objectiver cette histoire, c'est-à-dire qu'on peut la faire grâce à des sources, grâce à des matériaux, en fait, vraiment abondants et être, je crois, j'espère, enfin, à peu près impeccable ou irréprochable sur la question du rapport aux sources. Après, oui, il y a l'écriture, et l'écriture, elle est subjective, elle est pétrie de soi, elle est pétrie de choix aussi, mais voilà, j'espère qu'ils sont justifiés. Et puis, j'avoue que je fais de plus en plus de l'histoire, déjà pour me donner à moi-même du courage, parce que franchement, en ce moment, sinon, on peut très vite être désespéré, un peu écrasé par un rouleau compresseur, etc. Donc, moi, retrouver ces femmes dans les archives, ça me donne un peu de force. Et donc, j'espère contribuer à en diffuser au travers de la diffusion de leurs espoirs, les espoirs qu'elles portaient, parce que souvent, elles se sont battues dans des conditions vraiment terribles et parfois, bien sûr, elles étaient accablées. Mais à d'autres moments et tant d'autres, elles ont maintenu justement avec force cette histoire. Et donc, on fait partie de cette histoire. Moi, je me sens en dette à leur égard. Donc, j'ai pas envie, je rejoins volontiers l'historienne des femmes et des féministes Karen Offen qui dit moi, j'ai envie de dire mon enthousiasme. C'est ce qu'elle dit. Hein. Je dis mon enthousiasme et j'ai pas envie de voir les personnes que j'étudie comme des champs d'analyse. Voilà. Nous ne sommes pas des champs d'analyse. Nous ne sommes pas des structures. Et donc, oui, un peu d'enthousiasme. Je pense que ça fait pas de mal. Non, et puis tu termines en disant nous pouvons avoir confiance, ce qui est quand même extrêmement réjouissant. Et le dernier mot de l'ouvrage, c'est lutter. Merci beaucoup. Alors. Le livre de Ludivine Bantini, Nous ne sommes rien, soyons toutes, histoire de femmes en lutte et de lutte féministe de la Révolution française à nos jours, est publié aux éditions du Seuil. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche, mercredi 2 avril 2025, et réalisée et mise en onde par Radio Radio en collaboration avec Radio Radio Plus et Radio Terre.